Quand on me parle d'amour et de fiscalité, là, tout de suite, on capte mon attention. Ça arrive souvent sur la rue, mais là, c'est dans ma boîte de courriel, on me dit j'ai ouvert un célibat l'an dernier, donc déjà, je suis très fier de l'auditeur. Mais il dit récemment, j'ai rencontré une personne qui est en train de combler mon cœur et cette personne a déjà sa maison avec son hypothèque à payer. Avant de déménager avec elle, je me pose la question. Si je déménage, est-ce que je perds toutes les opportunités fiscales d'un premier acheteur et de l'usage de mon CELIAP ou je fais partie d'une exception? Donc là, il est en train de se dire, est-ce que je priorise ma relation amoureuse, ma relation conjugale ou mes avantages fiscaux? J'ai des bonnes nouvelles. En fait, c'est une question qui revient très souvent. Des jeunes couples qui viennent qui me croisent, qui viennent me voir après des conférences, qui me disent, Pierre-Yves, peux-tu m'aider là-dessus? Je dis, il n'y en a pas de problème, mais il faut faire les choses comme il faut. La première des choses, c'est très important si votre conjoint ou futur conjoint a déjà une maison, c'est d'ouvrir le compte avant d'être conjoint de fait. Pas avant d'être amoureux, avant d'être conjoint de fait. Donc, il faut avoir 18 ans, soit 71 ans ou moins à l'ouverture du compte, être résident du Canada, évidemment ne pas avoir eu de maison et ne pas résider déjà avec quelqu'un qui a déjà eu une maison dans les 4 dernières années. En somme, votre conjoint peut vous contaminer au moment de l'ouverture du compte. Mais ça vient vite, là, le statut de conjoint de fait. C'est pas au bout d'un an de relation. Oui, mais c'est pas grave. Au bout d'un an de vie commune. Ça 12 mois de vie commune ou l'arrivée d'un enfant ou autre. Mais le point est intéressant, c'est de dire, ouvrez votre compte avant de tomber en amour ou dès que vous tombez en amour, ouvrez votre compte et il n'y en a plus de problème, vous gardez vos droits. Et donc, l'important, c'est de comprendre que vous avez ce droit-là pendant 15 ans. Donc, prenons notre auditeur qui a ouvert le compte en 2024. S'il veut optimiser sa fiscalité, il peut optimiser jusqu'en 2028, c'est-à-dire cotiser 8 000 $ par année jusqu'en 2028 à son compte. Et à ce moment-là, faire l'acquisition d'une maison ou une partie de la maison de son conjointe qui arrivera dans sa vie ou qui sera déjà dans sa vie, même s'ils sont déjà conjoints de fait, parce que le compte est déjà ouvert avant d'être conjoint de fait. Maintenant, faut peut-être s'assurer que la mayonnaise pogne avant d'acheter la maison du conjoint. Et je n'ai qu'une seule bonne réponse à vous donner, c'est que la transaction doit se faire à la juste valeur marchande. C'est-à-dire que si vous vendez une partie de la maison à votre nouveau conjoint ou vous achetez la maison de votre nouveau conjoint. Lui pourra utiliser le CELIAP. Oui, la personne qui achète peut utiliser le CELIAP. Mais pas si vous y vendez la maison 10 $. Oui, on peut quand même, mais le point, le suivant, c'est que vous allez être fâché si ça ne fonctionne pas. J'ai vu beaucoup de couples là, dans les dernières années, nouvelles relations. Ah, je vais y vendre ma maison 40 ou 30 ou 50 mais la valeur que je l'ai payée. Parce que je l'aime. Et qu'est-ce qui arrive, vous pensez, 4-5 ans plus tard? Séparation, revente de la maison à la juste valeur marchande. Et la personne qui possédait déjà sa maison dit « Je me suis fait leurrer. Je lui ai vendu moins cher et là, il ou elle veut 50 de la maison. » Ben oui. Et donc, le CELIAP ne vous force pas à acquérir un certain pourcentage de la maison. Ça peut être 20 ou 30 mais chose certaine, ce 20-30 %-là, faites-le à la bonne valeur. Peu importe ce que la personne qui a déjà la maison paye comme hypothèque ou a payé comme valeur, c'est la valeur au moment d'aujourd'hui. Si vous lui faites un don en lui disant « Regarde, j'assume que je vous fais un don, que je te fais un don parce que je te la vends moins cher que prévu », assumez-le jusqu'à la séparation, évidemment, parce que j'ai vu trop de cas où c'est arrivé et finalement, il y a des remords par la suite, des regrets. Il faut être bien conscient de ça. OK. C'est le conseil principal. Valeur marchande. OK. N'oubliez pas ça, c'est facile, la valeur marchande, que vous paieriez sur le marché. On espère cet auditeur, c'est un auditeur, satisfait de la réponse. Non seulement satisfait, mais il peut le faire, donc sa relation amoureuse va demeurer intacte. Télétravail maintenant, oui. Entre rêve et réalité. Dans le Journal de Montréal, en fin de semaine, il y avait du télétravail bord en bord, télétravail de rêve, les nomades numériques. Même moi, j'ai eu envie, là. Oui, hein? Adepte du télétravail depuis 25 ans, la vie dont j'ai toujours rêvé. Travailler au spa pour sauver vos réunions de Teams. Oui, celle-là, je l'ai trouvée bonne. Ces Québécois travaillent de leur coin de paradis. Bon, comprenons-le, le télétravail, c'est quoi au niveau légal? Généralement, c'est de dire que vous êtes un salarié, que vous utilisez la technologie pour travailler à l'extérieur de l'établissement de votre employeur. C'est ça du télétravail. Les travailleurs autonomes qui disent qu'ils font du télétravail, ce sont des travailleurs autonomes qui négocient des conditions, mais ce ne sont pas de purs télétravailleurs. Maintenant, est-ce que votre employeur peut vous obliger à faire du télétravail? La réponse, c'est non. Parce que on a un droit à la vie privée. Et donc, il y a une certaine règle de droit à la vie privée. Donc, si on vous force, il faut vraiment aller voir avant si c'était dans vos conditions de travail au moment de la signature. Est-ce qu'on peut vous empêcher d'en faire? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est toujours une question de conditions de travail à l'emploi. C'est pas parce qu'on vous a permis d'en faire
qu'on ne peut pas vous empêcher d'en faire. Hmm. Et donc, si vous signez que vous avez un contrat en télétravail en bonne et due forme, là, pour vous retirer ce droit de condition-là, il faut avoir des bonnes raisons. Mais ce n'est pas parce qu'on vous l'a permis pendant une période temporaire que c'était un droit acquis. Donc, est-ce que je peux l'exiger comme droit acquis? Ça dépend si c'est offert à tout le monde, de la généralité, de la constance, est-ce que c'est une formule récurrente, mais surtout, est-ce que c'est clair dans votre contrat de travail? Donc, c'est pas parce qu'on vous a permis d'en faire que c'est un droit acquis, et ça, c'est bien important. Est-ce que je peux modifier mon horaire en télétravail? C'est-à-dire, est-ce que je peux décider, je ne respecterai pas l'horaire du patron, je vais faire à ma guise, je suis en télétravail. C'est ça, c'est pas jusqu'à midi. Puis pour ça, je travaille de midi à 8. En fait, il faut respecter l'horaire prévu dans votre contrat de travail. Donc, c'est pas parce que vous êtes à l'extérieur du bureau que vous pouvez prendre une pause de 2 heures et dire « je vais travailler plus tard », même si l'employeur vous forçait d'habitude à travailler sur certaines heures. Et donc, c'est pas non plus parce que vous êtes en télétravail que vous devez être disponible en tout temps parce que vous avez un droit à la déconnexion. Est-ce que l'équipement doit être fourni par l'employeur? Les gens se disent « ben oui, en télétravail. » Selon la loi, si vous gagnez plus que le salaire minimum, votre employeur n'a pas l'obligation de vous fournir l'équipement nécessaire. Mais évidemment, non. Mais évidemment, c'est un facteur de rétention pour attirer les gens, de réduction d'espace bureau. Donc, l'employeur a un avantage économique que vous fournissiez d'espace bureau à la maison. Il faut en fournir moins au centre-ville ou dans le bureau. Donc, il y a une notion comme ça, mais aussi pour une notion de confidentialité. Comme employeur, ça se peut que je me dise, hey, j'aime mieux avoir mon ordinateur chez l'employé pour qu'on contrôle mieux son environnement. Le code vestimentaire, maintenant, si l'employeur a une politique de tenue vestimentaire, elle s'applique aussi à la maison. Je peux pas rester en costume de bain. Surtout si vous devez faire des rencontres de clients ou avoir un suivi approprié. Donc, il faut évidemment être bien habillé. Donc, si vous deviez avoir un veston au bureau pour avoir une bonne tenue avec les clients, le même code s'applique à la maison au télétravail. J'imagine avec le visage, le rouge, rougi par le soleil, le veston chaud. Mieux que ça, tu sais, un masque comme Nilux là, pour sa peau pendant qu'on rencontre un client. Les heures supplémentaires, ça, c'est intéressant. Les lois s'appliquent aussi pour les heures supplémentaires à la maison, mais il faut démontrer que les heures supplémentaires sont contrôlables. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des façons de faire pour qu'on puisse contrôler les heures supplémentaires et pas juste « Ah, j'ai fait 10 heures de plus, je les réclame ». Il faut démontrer qu'on a un suivi. Accident de travail aussi. Ah bon? Je suis devant mon ordinateur, il m'arrive quelque chose ou je suis victime de harcèlement au travail. Même si c'est numérique, ça fonctionne, je suis protégé. Imaginez-vous de tomber en bas de votre escalier à la maison. Il y a une protection, semble-t-il, professionnelle parce que vous êtes sur le lieu de travail. Donc, finalement, c'est la panacée, c'est beau, c'est les cocktails, le beach club, le télétravail. Mais non, il y a quand même une obligation. Et je dirais, en terminant, une chose très importante avec le télétravail, il y a plusieurs employeurs qui ramènent des gens un peu à temps partiel au bureau, 2-3 jours. Le fait d'être présent au bureau, ça a une valeur. Pas juste pour dire que je me fais des amis, mais ça a une valeur de rétention. C'est-à-dire, on est souvent la première personne à qui on pense quand il faut garder des employés. Et le lien d'attachement qu'on a avec des gens, bien, il existe. Hein? Et quand on est trop à l'extérieur, bien, il se perd. C'est pour ça que je viens souvent faire mes chroniques en studio. C'est pour garder le lien d'attachement avec vous, pour pas vous m'oublier. On ne vous oublie pas, c'est beau, hein? Et on apprécie votre présence quotidienne. Je suis Donnez-moi la main, Pierre-Yves. Oui. C'est bon. Hey, je me sens comme un partisan des Maple Leafs qui est appuyé.